François Facchini, vous êtes professeur agrégé des universités, vous êtes en poste à l'université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, où vous êtes responsable du programme de politique publique au Centre d'économie de la Sorbonne. Et vous travaillez ensuite pour différentes publications économiques comme le European Journal of Political Economy. Et là, plus récemment, vous venez de sortir un ouvrage sur votre sujet de prédilection, qui est celui des politiques publiques et de ce qu'on appelle l'école des choix publics. Et c'est un ouvrage qui fait un point complet, en fait, une synthèse sur l'histoire des dépenses publiques, leurs causes, leurs conséquences productives. Donc, c'est le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Et j'aimerais justement commencer par une introduction, peut-être pour les spectateurs qui ne connaîtraient pas les travaux qui sont bien connus des économistes, mais je ne sais pas s'ils sont très connus dans les médias finalement, les travaux de l'école des choix publics qui ont analysé d'un point de vue économique les incitations des comportements des politiques qui nous gouvernent. Quelles en sont les principales hypothèses et les plus grandes conclusions, si on devait les résumer en quelques phrases? Euh, Avant de répondre, c'est pas que je ne veux pas répondre à la question, mais je voudrais replacer le sujet dans la fête de la liberté, puisque Bien sûr. en fait, la question des finances publiques n'est ni libérale, ni socialiste, ni communiste. La question des finances publiques est une question technique, et on a beaucoup parlé d'émotions, de problèmes avec la raison. C'est vrai que les sciences sociales, ça se veut rationnel parce que, comme dit Popper, si on n'avait pas un principe d'intelligibilité, c'est-à-dire si on ne pose pas l'hypothèse que les individus sont rationnels, on ne peut pas expliquer leur comportement. Oui, à ce moment-là, on ne fait pas de recherche, on discute Et de rien. donc, on ne fait pas de recherche et on laisse la passion, l'émotion jouer. Alors, évidemment, ce n'est pas possible pour un universitaire, enfin un universitaire au sens de quelqu'un qui observerait le monde et qui chercherait à le comprendre. Donc, voilà, ça c'est un premier point et ça lie l'école des choix publics ne fait en fait que faire ce constat que si je veux comprendre ce qui se passe en matière de dépenses, d'impôts, de dettes, de choix de politique publique, il faut poser une hypothèse de rationalité. Hmm. C'est poser l'hypothèse que les électeurs ont des raisons de voter pour les partis qui sont les leurs, de bonnes raisons de le faire, que les hommes politiques ont de bonnes raisons dans le cadre institutionnel qu'est la démocratie ou un autre régime, mais chez nous en France, nous sommes une démocratie. Ils ont de bonnes raisons d'augmenter les dépenses, de nous protéger, comme dit Pierre. Et sur ce point, on a vraiment un point d'accord. Oui, je pense que la dépense publique, elle est pensée comme un moyen de répondre à un danger. Alors là où je serai un peu, on pourra en discuter en désaccord, c'est je pense que les modèles de demande ont quand même leurs limites. Il a beaucoup insisté sur et tu as insisté aussi sur ce point. C'est que la demande des électeurs, on a les gouvernements qu'on mérite, mais en fait, pas tout à fait, parce que les gouvernements peuvent essayer d'être plus méritants aux yeux des électeurs qu'ils ne sont. Oui, il y a cette espèce d'illusion. Alors, en Voilà. matière de taxation, on appelle ça l'illusion fiscale, mais de manière générale, voilà, il présente la chose différemment de comment elle se passe, quoi, en réalité. Et c'est ça la deuxième innovation le deuxième apport de l'école des choix publics, c'est de traiter l'offre et la demande. C'est-à-dire que la politique n'est pas qu'une relation de pouvoir. La politique est aussi beaucoup fait d'échanges politiques, de marchandage, de négociations, d'achat de voix. Donc la dépense publique peut être un moyen d'acheter une clientèle politique si elle est bien ciblée. À l'intérieur du Parlement, il y a du log rolling, on échange des voix contre des politiques, il y a des coalitions qui se forment, et c'est tout l'enjeu des questions posées par François Bayrou sur la proportionnelle. La loi du verger, c'est que la proportionnelle va favoriser la fragmentation du Parlement, donc va favoriser des coalitions et va favoriser le clientélisme. Parce que chaque groupe va essayer de négocier pour son électorat une dépense qui est favorable. Et donc, toutes ces questions sont... Donc ça, c'est le deuxième point. Le premier point, c'est la rationalité. Mhm. Donc, l'idée générale, c'est on veut toujours plus pour moins, et l'électeur aussi. Donc, c'est rationnel de vouloir moins d'impôts et plus de dépenses. Plus de dépenses pour soi et plus d'impôts pour les autres. Toujours, bien sûr. Et donc, avec une telle
proposition, on peut expliquer finalement pas mal de choses. Après, on dit c'est un échange, donc j'échange mon bulletin contre une politique qui m'est favorable. Et puis après, on s'interroge sur les effets des institutions, c'est le troisième volet. Mhm. Les institutions du marché ne conduisent pas au même comportement que les institutions de la démocratie. Les institutions, c'est la structure des coûts et des bénéfices. Ouais. Donc le marché va imposer la faillite, par exemple, alors qu'un Ouais. ne fait pas faillite. Une administration va être payée par l'impôt, alors qu'une entreprise est payée par le client. Et on sait bien, l'administration, on a des usagers, on n'a pas des clients, même s'il y a une tentative d'importer les mécanismes de management privé dans le public, ça reste une relation particulière. Et c'est ça l'originalité de l'école des choix publics, c'est de sortir de l'idée que la politique, c'est juste du pouvoir, il y a aussi de l'échange. C'est dire que si on est dans le monde que l'on constate, c'est qu'il y a probablement bonne raison que ça existe comme ça. Et pourquoi il y a de bonnes raisons? Parce que dans le cadre institutionnel qui est le nôtre, les individus s'adaptent. Alors, vous dites, C'est il y a des… probablement, Ouais. d'où le dernier point, c'est probablement une défaillance des règles institutionnelles, donc de la démocratie. C'était un peu d'abord le diagnostic d'Hayek dans son livre de la route de la servitude. Mhm. C'est-à-dire que si on a eu la montée des fascistes, la montée du national-socialisme, du communisme, c'est parce qu'on avait laissé une démocratie limitée, sans constitution forte, nous gouverner. Hmm. Et justement, est-ce qu'il y a pas normalement quand même une limite naturelle à la croissance des dépenses publiques? Parce que vous dites, les administrations continuent à fonctionner, elles vivent par l'impôt, et cetera. Mais l'impôt, à un moment donné, il peut y avoir, quand même, déjà un assèchement des structures productives et puis des révoltes fiscales. Et je veux dire, ça a une influence historique majeure quand on voit, par exemple, que souvent les grandes révolutions démarrent par une banqueroute de l'État, suivie d'un refus de se réformer. Et qui mène, dans le cas de la Révolution française, aux États généraux qui, quand même, au départ, sont là pour voter de nouveaux impôts. Et même chose pour la Révolution anglaise. L'histoire de Charles Ier, c'est aussi de chaque fois réunir le Parlement pour lui faire voter des nouveaux impôts qui n'étaient pas prévus au départ. Est-ce que ce mécanisme de limitation, il existe toujours, en particulier actuellement, quand on a l'impression que les États peuvent se financer de plus en plus facilement auprès des banques centrales? Est-ce que ce mécanisme de limite existe encore? S'il a existé, Alors, tant est qu'il existe. l'économiste suisse, on a publié un numéro spécial pour rendre hommage à son œuvre, Peter Bernholz, qui est un grand historien de l'inflation et de l'hyperinflation, et qui a introduit dans ces dernières années la notion de valeur suprême. Autrement dit, les électeurs, parfois, ou les individus sont prêts à tout sacrifier pour défendre des valeurs, ce qu'il appelle les valeurs suprêmes. Donc, par exemple, la religion, donc il explique le terrorisme. Donc, Peter Bernholz avait cette proposition que les dépenses publiques sont limitées par leur inefficience. Et donc, elles croissent, et à un moment, il y a une obligation de réforme parce que tout le monde comprend qu'au-delà d'un certain niveau, la dépense devient trop hostile au progrès économique, que le progrès économique est l'origine du progrès social, et donc il y a un renversement de tendance. Et c'est vrai que dans beaucoup de pays, et la plupart des pays, l'Allemagne, la Suède, le grand modèle social-démocrate suédois, c'est beaucoup libéralisé dans les années 90. On pourrait citer d'autres pays, la Nouvelle-Zélande, la réaction du thatchérisme aux échecs des politiques travaillistes dans les années 70. Donc, il y avait beaucoup d'exemples, mais il se trouve que pour la France, ce qu'on appelle la théorie de l'apprentissage politique, c'est-à-dire que les individus apprennent des erreurs de leur choix. Donc, dans un monde idéal, les électeurs votent pour plus de dépenses, plus de socialisme, parce qu'ils pensent que c'est bon. Mais ils sont suffisamment rationnels pour comprendre qu'au-delà d'un certain seuil, ces dépenses deviennent mauvaises, c'est un poison et qu'il faut les limiter. On Sauf n'a pas encore atteint ce seuil en France, non? J'ai l'impression, parce que les gens voilà. continuent à militer pour plus de redistribution en particulier.
Alors pour la France, il y a, finalement, on n'a pas ce seuil, c'est-à-dire qu'il n'y a pas cet apprentissage politique. Et donc les économistes se disent pourquoi? Et c'est pour ça qu'il faut se méfier. Vous avez beaucoup parlé des médias, vous avez beaucoup parlé de la liberté d'expression. Il faut se méfier de cet effet de l'information parce qu'on constate des biais idéologiques, c'est-à-dire que si vous êtes de droite, vous n'allez pas écouter la gauche et inversement. Ouais. On constate des biais d'affinité, c'est-à-dire qu'on n'apporte crédit qu'aux personnes qui vous ressemblent. On constate des biais de confirmation, c'est-à-dire qu'on n'achète que l'information qui confirme ses opinions. Et tout ça fait qu'il y a une certaine inertie idéologique. Et ensuite, il y a les conditions institutionnelles. Alors, c'est vrai qu'il y a une grande déception avec l'indépendance de la Banque centrale parce qu'elle avait été pensée Ouais. moyen de limiter ce que Friedman appelle la taxe d'inflation, c'est-à-dire le fait que l'État peut se financer par l'inflation et donc il peut s'endetter et il aura une marge de manœuvre forte. Et donc, les économistes pensaient qu'on allait pouvoir dissocier le pouvoir monétaire et le pouvoir politique et éviter les cycles. Ouais. Et puis, en tout cas pour la France, là encore, c'est vrai que la Banque centrale européenne a permis de stabiliser le niveau général des prix. Donc, les économistes avaient bien constaté cette régularité. Hein. Les systèmes avec banquiers et centrales indépendants sont moins inflationnistes. Mais Ouais. ça Ouais, n'a pas ouais. conduit à moins de dettes. Et donc, ça n'a pas conduit à ce phénomène que, comme ça a été dit, c'est-à-dire que l'impôt est une limite à la dépense, mais si on peut substituer à l'impôt la dette, eh bien, Voilà. on entre dans l'illusion fiscale et la dépense continue d'augmenter. Donc parce qu'actuellement, si les gouvernements doivent financer les dettes précédentes, ils peuvent emprunter à 0 je ne me trompe pas en disant que ça revient à créer de la monnaie. Ce serait exactement pareil que de faire enfin, peut-être pas exactement pareil, mais c'est une manière de faire fonctionner la planche à billets, quoi, de dire on fait rentrer de la monnaie en circulation dans l'économie et à chaque fois qu'il s'agit de de rembourser, normalement une dette, ça se rembourse comment dire? En ayant produit quelque chose de supplémentaire qui permet de faire plus que compenser la monnaie qui a été créée pour la financer. Là, j'ai l'impression que c'est pas le cas. Est-ce qu'on n'est pas dans la phase où l'inflation va revenir et peut basculer très vite aussi dans l'hyperinflation? Et en France, à ce moment-là, je pense que si tout d'un coup, on n'arrive plus à maîtriser les prix et que ça augmente de 10-15 par an, voire plus, ça peut très vite basculer en crise sociale, hein. On a vu comment une étincelle a suffi avec les gilets jaunes. Moi, c'est ça qui me fait un petit peu peur pour l'avenir, quoi. Alors, c'est compliqué. Et si vous lisez Olivier Blanchard et ses co-auteurs dans la revue Commentaire, ils font une sorte depuis quelques mois, ils traitent de cette question de la dette et c'est intéressant parce que leur position évolue et dans le dernier article, ils introduisent l'effort, c'est-à-dire la capacité d'un gouvernement à imposer un effort d'austérité. Alors, ils ne vont pas jusqu'à la position d'Alésina d'austérité expansive, mais ils ont conscience, et c'est toute l'économie politique de la dette qui vient du public choice, ils ont conscience qu'un gouvernement n'a jamais intérêt à l'austérité, au sens n'a jamais intérêt à lever l'impôt, n'a jamais intérêt à réduire les dépenses, parce qu'il y a des effets de cette symétrie. Réduire les dépenses, c'est se couper avec sa clientèle politique. Ouais. Et comme on a un peu arrosé un peu partout pour être populaire, on préfère hypothéquer le bilan du gouvernement suivant, qui lui-même ne souhaitera pas réduire les dépenses et augmenter les impôts. Et donc, on se transmet en fait le problème de la dette d'un gouvernement à l'autre. Et donc, l'inflation peut être, pour le gouvernement, indépendamment de ses effets dévastateurs sur les équilibres économiques, peut être une solution. Et pas mal d'économistes qui souvent essaient de répondre aux attentes, c'est ce que Buchanan et Wagner appellent l'héritage de Keynes. Keynes n'est pas
un bon économiste. C'est un économiste qui a parlé dans l'intérêt des gouvernements. C'est-à-dire que les gouvernements ont intérêt à avoir une justification Ah keynésienne. bah, c'était de la musique à leurs oreilles, hein, c'est sûr Voilà, que… indépendamment de la vérité enfin, scientifique, même si c'est un mot un peu difficile à utiliser pour les sciences sociales, Ouais. indépendamment de toute véracité, de toute validité statistique, logique. Donc et c'est vrai que l'inflation n'est pas simplement vue comme une menace, c'est vu comme un moyen de rembourser à faible coût Ah oui, politique. du point de vue des politiques, c'est Voilà. même une opportunité, bien sûr, parce que Voilà. pour eux, je veux dire, ça rend la chose remboursable. Mais j'ai l'impression que pour l'instant, les citoyens l'acceptent parce que bah, les chiffres officiels, qui, à mon avis, sont calculés de manière assez biaisée, mais enfin, en tout cas, les chiffres officiels ne nous montrent pas de menace inflationniste immédiate. Donc, pour l'instant, on est tranquille. Mais j'ai l'impression que si ça s'emballe et ça, enfin, en observant l'histoire, on voit que ça peut s'emballer assez vite. Là, je trouve que tout peut basculer très vite, mais bon, après, je ne sais pas si Alors, c'est le cas. il y a deux choses. Il y a la macro, donc les effets de l'inflation, mais il y a aussi dans le cadre de l'économie de la politique le fait que les électeurs on le sait, sont incompétents en économie. Mmh. Ils se désintéressent des questions de fond. Ils connaissent très peu les niveaux d'endettement, les niveaux de chômage. C'est ce qu'on appelle c'est ce qu'on appelle l'incompétence politique, et elle a de bonnes raisons d'exister parce que dans un régime démocratique où votre bulletin n'a pas de poids, c'est ce qu'on appelle le paradoxe du vote, c'est-à-dire où le fait de voter votre bulletin ne va pas être décisif. Individuellement, ça va rien changer, ouais, bien sûr. Vous êtes une voix parmi 25 millions. Donc, ce qui est intéressant, c'est ce que dit Tulloch en politique, c'est de pouvoir s'exprimer librement et de dire ce qu'on a envie de dire, indépendamment de la qualité de son discours. Ouais. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'utilité d'expression. Le fait, et Platon, déjà, dans son ouvrage Les lois, parlait de théatrocratie. Ballandier, le sociologue du politique, parle de mise en scène. Et ça, c'est rationnel, c'est rationnel. Et donc, il ne faut pas trop attendre, c'est ce que nous apprend l'économie de la politique, il ne faut pas trop attendre de l'apprentissage du corps électoral, parce que soit le corps électoral délègue aux spécialistes, aux économistes qui ont été sélectionnés par le gouvernement pour faire la bonne politique ces questions, comme on délègue, vous avez beaucoup parlé du sanitaire, on délègue aux experts sanitaires la gestion de la crise. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'avis sur les résultats. C'est-à-dire qu'on dit, mais c'est des experts et ça ne marche pas. Et c'est un peu pareil pour les économistes. On délègue aux économistes la stabilité, la croissance, le progrès, la lutte contre le chômage. Et après, on prend position. On dit, mais on prend position souvent sur des questions passionnelles, émotionnelles, parce qu'il est rationnel, en fait, d'être irrationnel en politique, puisqu'on n'a pas la main. On est juste Oui, bien sûr, ouais. spectateur. Et donc, on est pour le PSG ou pour Marseille, et voilà, on supporte son équipe. Mais on sait que de toute façon, ce n'est pas nous qui sommes sur le terrain. Oui, nos actions sont trop diluées. Mais alors justement, du point de vue des libéraux, puisqu'on est à la fête de la liberté, on aimerait promouvoir plus de liberté. Et plus de liberté, ça passe par moins de dépenses publiques. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut s'engager en politique? Est-ce qu'il faut essayer de faire un travail plus minutieux sur l'analyse de la réalité fiscale? Est-ce qu'il faut mieux communiquer? Quel est le meilleur moyen finalement de faire baisser la dépense publique? En tout cas, le plus réalisable pour les personnes qui veulent faire changer les choses? Alors, je dirais que ce que j'ai identifié dans mes travaux, enfin dans mes recherches, dans mes lectures, c'est un premier verrou qui est le statut de 1946. Ou le statut des fonctionnaires? Ouais, C'est ça? les Ouais. statuts de 1946 bloquent en fait toute velléité de réduction des dépenses, puisqu'une fois que vous avez voté l'embauche de fonctionnaires, ces derniers vont rester jusqu'à la fin de leur carrière, puisqu'ils Ouais. ils sont titulaires. Et donc, il y a une asymétrie entre ceux qui voudraient réduire les dépenses, que la masse salariale, c'est le principal poste de dépense
Donc, si on ne touche pas c'est pour ça que le titre de mon intervention est sur la bureaucratie. Si on ne touche pas à ce pouvoir qui est le pouvoir de l'administration publique et son autonomie vis-à-vis du politique, c'est qu'aujourd'hui, les administrations publiques sont autonomes. Et c'était tout le débat des années 30 sur le statut du fonctionnaire. C'est-à-dire, est-ce qu'on leur donne des droits sociaux et est-ce qu'on leur donne un statut? Et en fait, il y avait ceux qui étaient pour les droits sociaux, ceux qui étaient pour le statut, et finalement, on leur a donné les deux en 1946, qui est une période très particulière. Bien sûr, tout était possible à ce moment-là. Et qui a créé, comme disent les économistes, un verrou institutionnel, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ils ont les droits sociaux et un statut, ils renversent la relation entre le principal et l'agent, c'est-à-dire finalement, ils deviennent les principaux. C'est-à-dire que l'administration, aujourd'hui, selon les calculs des politistes, représente 25% du corps électoral. Et ils votent toujours en faveur des partis qui proposent plus de dépenses. Les fonctionnaires s'abstiennent beaucoup moins que les autres. Donc, ce n'est pas 25%, c'est beaucoup plus, qu'ils votent plus et ils votent pour la dépense. Les agents publics, on le sait, dans le ministère Castex, ils sont 50% issus de la fonction publique. Donc, ils ont une très forte représentativité gouvernementale. Ils étaient presque 80% dans le gouvernement Jospin, parce que j'ai fait l'étude. Oui, j'ai vu ça. Il y a des graphiques un peu dans les papiers où on voit le pourcentage. Les fonctionnaires sont très présents dans l'Assemblée nationale. Donc, on peut avoir un indice, c'est ce que le Public Choice fait, un indice de pouvoir de la bureaucratie. Et en France, il ne cesse d'augmenter. Et donc, le blocage, il est de fait, puisque vous êtes agent public, le risque d'aller en politique est beaucoup plus faible que pour celui d'un entrepreneur. Déjà, bien sûr. Et dans la Constitution de la liberté, Hayek dit bien que si vous êtes un entrepreneur, vous avez une vision de l'économie qui est très différente de si vous êtes salarié. Bien sûr. Parce que vous avez la conscience du risque, le fait que le revenu n'est pas assuré. Et si vous êtes fonctionnaire, vous avez une vision de l'économie qui est encore plus éloignée de celle du salarié et encore plus éloignée de celle de l'économie de marché. Et donc, la part des entrepreneurs dans une société baisse, qui est le cas en France aussi, on était à 17-20% dans les années 60, on est à 7-8% aujourd'hui. Nos représentations changent. Et donc, nos agents publics, ils ont intérêt à rentrer en politique parce qu'il y a une attractivité, et notamment, c'est la fameuse phrase de Max Weber, il y a ceux qui entrent en politique pour faire des politiques publiques, il y a ceux qui entrent en politique pour vivre de la politique. Et comme les indemnités des élus n'ont cessé d'augmenter depuis les années 50, beaucoup de fonctionnaires, beaucoup d'agents publics ont vu une opportunité de gain dans la politique et on a obtenu nos assemblées d'enseignants, par exemple, 1981 et encore aujourd'hui, une surreprésentation des enseignants. Et si on imaginait une mesure un peu populiste du type, mettons toutes les fonctions politiques au SMIC, voilà, dédommager au SMIC. À première vue, on peut se dire c'est une bonne chose parce que comme ça, ils auront un sens de la réalité et on n'ira pas en politique pour faire fortune. Mais est-ce que c'est pas aussi dangereux en même temps, en éloignant justement les quelques personnes qui pourraient encore être compétentes, et qui choisiraient des carrières publiques? Est-ce que ça n'attirera pas en politique justement que ceux qui sont, incorruptibles au sens de Robespierre quoi? Ou ceux qui sont des excités qui sont pas motivés par l'argent, mais qui en revanche sont prêts à faire brûler le pays pour arriver à leurs fins? Est-ce que c'est pas une fausse bonne idée de diminuer les salaires des carrières Alors, publiques? la conclusion de mon raisonnement n'était pas de réduire le budget des parlements. Ça se discute, parce que je ne crois pas qu'on puisse revenir aux assemblées de notables de la Troisième République avant l'augmentation des indemnités. Il y a eu tout ce débat aussi, parce que l'indemnité, c'est un moyen de donner la possibilité aux électeurs d'entrer en politique sans fortune. Ça a aussi été ça a eu aussi comme effet de valoriser la sélection par le parti politique. C'est le parti qui va donner la notabilité. Mais je vois qu'il reste plus que 3 minutes. Donc, le 1, c'est probablement faire un système à l'anglaise ou comme beaucoup de pays
quand on s'engage en politique et qu'on est agent public, eh bien, on abandonne la fonction publique. Ouais. Et donc, là-bas, il y a 5% d'agents publics dans le Parlement. Et donc, ça crée une autre représentation du monde économique parce que ce n'est pas les mêmes personnes. Hein, Donc, ça, c'est une mesure assez simple. Une autre, et c'est un peu ce que le gouvernement a fait timidement, c'est d'augmenter le nombre des contractuels dans la fonction publique pour favoriser. Et on peut constater que les pays qui ont quand même réduit leurs effectifs sont aussi les pays qui avaient beaucoup de fonctionnaires, mais pas des titulaires, qui avaient beaucoup de fonctionnaires contractuels, et je pense à l'Allemagne. Ouais. Donc, si on veut ce que fait le gouvernement, c'est très bien sur les collectivités locales, mais il faut probablement étendre ça à d'autres domaines, l'enseignement supérieur, par exemple. Mes collègues en Autriche, depuis le début des années 2000, ne sont plus titulaires, c'est-à-dire ce sont devenus des contractuels. Donc, il y a beaucoup de pays qui se sont engagés là-dedans. Et ça me permettra de dire l'autre point, c'est que si on veut que la pensée libérale se développe dans le corps social, il faut augmenter le prix d'accès aux informations favorables à la dépense publique et à l'État. Et il faut baisser le prix de l'information qui est favorable à la liberté. C'est-à-dire augmenter le prix des informations qui sont favorables à la dépense d'État. C'est plus concrètement, je ne suis pas sûr de bien comprendre. Ça veut dire que le système éducatif en France est un système qui véhicule une idéologie qui est favorable à l'État, par exemple. Très pro-État, oui, bien sûr. La pensée keynésienne est très, très largement enseignée, et la pensée classique beaucoup moins, ou du moins on commence par les classiques et on dit la révolution keynésienne a dit que c'était pas vrai. Oui, voilà, si on les enseigne, c'est pour mieux les massacrer, hein, souvent, bien sûr. On a introduit le développement durable, mais dans sa version la plus dirigiste, dans les 80-90 dans l'enseignement, etc. On pourrait multiplier. Et ça revient aussi pour l'université. Il y a ce débat du fait, c'est la concurrence entre l'université. C'est-à-dire que notre régime de connaissances, pour prendre une expression des écoles néo-autrichiennes actuelles, notre régime de connaissances est très favorable à l'État. Et une chance, c'est la mondialisation. Donc, c'est le fait qu'aujourd'hui, de plus en plus de gens parlent une autre langue que la nôtre. Et donc, ça brise un peu le monopole des experts francophones. Oui. Et puis, c'est l'Internet. Et donc, c'est très important de comprendre qu'aujourd'hui, et c'est bien pour ça que l'État a compris, et les experts ont compris que là, ils avaient un risque, il y a une menace pour eux du monopole de la parole. Et je suis sur McCluskey, d'ailleurs, McCluskey dit, en fait, quand on vous donne la parole, c'est déjà une victoire. Et donc, effectivement, il faut que les libéraux prennent la parole dans les cercles d'expertise de l'État. Oui. Donc ça, c'est le rôle des libéraux fonctionnaires, comme moi. Et prennent aussi la parole dans les cercles politiques, donc dans les partis, prennent la parole sur Internet, prennent la parole donc dans les lieux de discussion. C'est ça qui fait baisser le prix de l'information libérale. Parce que, évidemment, si tout le monde falsifie son discours et ne dit pas ce qu'il croit, le prix de l'information libérale est prohibitif. C'est juste nous, la petite secte libérale. Oui, donc en acceptant de sortir de notre cabine téléphonique, en quelque sorte, voilà, on fait baisser le prix d'accès à l'information. Bon, j'espère qu'un événement comme la Fête de la Liberté peut y contribuer, d'autant que ce sera rediffusé sur YouTube, donc ça pourra être vu, revu. On espère que ça pourra avoir une influence durable. C'est gratuit. Exactement. Votre dernier ouvrage, on peut le trouver, il est déjà sorti, cette synthèse sur les dépenses publiques en France? Oui, c'est sorti il y a 15 jours maintenant, 3 semaines. D'accord.